Bonsoir à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission d'Ice Foot, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un prime time d'exception, puisque nous allons recevoir un très très grand monsieur du football français et mondial même, je dirais. Donc, monsieur Robert Pires sera notre invité et il sera avec nous à partir de 21h plus ou moins. Donc, les gars, aujourd'hui pour ce prime time, je suis accompagné, ça change pas, le fameux quatuor. Donc, je suis avec monsieur Sofiane, aka l'intériste. Bonsoir. Bonsoir. Quatuor, tu veux dire? Je te coupe. Quatuor, ouais, c'est bon. Ça commence. Moi, j'ai juste souri, tu vois. Ah ouais, je pouvais pas, désolé, je pouvais pas. C'est bon, là, ça me reprend dès le début d'émission, là, c'est bon, les gars. Non, on est aussi avec Valentin. Bonsoir, Valentin. Salut les gars, salut à tous, ravi de vous retrouver. Et avec le fameux, on ne le nomme même plus, hein, je t'en prie, Nando. Salut les gars. Aujourd'hui, les gars, du coup, comme vous avez pu voir, on va recevoir monsieur Pires qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc, comme la semaine dernière, on le prendra assez tôt dans l'émission, histoire de pouvoir lui poser toutes vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas tout d'abord à poser vos questions dans le chat, à savoir qu'on n'y répondra pas maintenant, mais on y répondra en fin d'interview. Je poserai toutes les questions les plus pertinentes, entre parenthèses, à monsieur Pires. Donc, n'hésitez pas à poser à poser vos questions. Et du coup, comme la semaine dernière, nous allons donc parler de Ligue 1. Et donc, tout d'abord, avant de commencer par les Ligue 1, je vais juste vous donner les résultats de la semaine, si je les ai sous les yeux. Je les ai pas. Et on va commencer également en se foutant de ta gueule. Oui, c'est vrai, exactement. Non, parce qu'il y a, c'est vrai, il y a Top Girondin qu'on salue, qui nous demande s'il y a 3, c'est un tritor. Non, mais je l'ai vu en plus son message, c'est pour ça que je rigolais là. non, mais vas-y, moi, des fois, je vais trop vite quand je parle, c'est pour ça, les gars. Donc, je m'excuse, hein, vous le savez très bien, Leicester, Retafe, tout ça, on y revient, et chaque semaine, on avance, on devient meilleur. Ouais. C'est en faisant des erreurs, de toute façon. D'ailleurs, du coup, alors, pour revenir au sujet, on va parler Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end? On a eu vendredi Lyon qui a reçu Dijon et qui a gagné 4-1. À savoir que Lyon a marqué 3 buts en 3 minutes, juste avant la mi-temps. Il y a eu Rennes-Montpellier qui a fini sur un score de 2-1 pour Rennes. Strasbourg-Nice qui a fini sur une victoire des Niçois 2-0. Reims qui a reçu le LOSC et qui a perdu 1-0 hier. Angers qui a reçu Bordeaux. Et Bordeaux qui a gagné 2-0. Le FC Metz qui a perdu à la maison face à l'AS Monaco. Nantes qui a battu le Nîmes Olympique 2-1 hier soir à la Beaujoire. Et la Saint-Etienne qui a gagné 2-0 face à Lorient. Et Brest qui a perdu contre l'OM 3-2. À savoir que le dernier match a été joué hier, malgré que Paris est un match de retard. Enfin, Paris étant décalé. Donc Paris jouera à Lens le jeudi de la semaine, pas ce qui va arriver l'autre. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est en décalé, mais voilà. Donc voilà tous les résultats de Ligue 1, les amis. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de ce week-end? Je vais commencer par Valentin, puisque je sais qu'il est très assidu et que Valentin a regardé tous les matchs pour notre plus grand plaisir. Je t'en prie, Valentin. Pour l'AS Foot, quand même, il faut bosser, hein, contrairement à Nando. Je rigole. La Ligue 1, je sais qu'ils aiment la Ligue 1, je sais qu'ils périssent malgré son. Ça fait des nouveaux dégradés, ça prend feu, là. Voilà. Ça, c'est en Marseillais, ça. Ça, c'est en Marseillais. Marseille gagne, ça y est, c'est fini. Non, Marseille gagne. Ils font le nouveau dégradé, et là, voilà, ça y est, ça prend feu. Ce que je veux dire sur cette journée de Ligue 1, il y a quand même quelques enseignements. Je trouve qu'on est sur un bon rythme déjà de but. Il y a du spectacle, au moins dans les matchs. Des matchs globalement avec du rythme. Ça ne reste pas derrière à tenir le score, etc. On a vu Dijon qui a essayé de le faire, mais ça n'a pas tenu contre Lyon. Je vais le faire comme la semaine dernière. J'aime bien faire de cette façon-là. Je vais mettre 4 hommes, c'est ce week-end en avant. Je vais commencer par celui qui a ouvert le bal, c'est Memphis Depay, qui a réalisé un triplé. On sait son niveau, on sait que la Ligue 1, c'est largement à sa mesure. Voilà, il a le niveau Ligue des Champions. Malheureusement, vu ses déclarations d'après-match, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le chat, c'est un mec qui pourrait partir. Il a dit que ça va être compliqué, donc j'espère qu'il va rester pour notre championnat parce que ça reste un très bon joueur européen. Et ensuite, bien évidemment, mon deuxième homme fort, c'est Camavinga. Camavinga qui confirme, et je suis très heureux de le voir en Ligue des Champions. En Ligue des Champions.
On va le voir en Ligue des Champions, mais en équipe de France. Et honnêtement, je vais vous le dire, pour moi, ce mec-là, dans un an, il est titulaire n'importe où, dans n'importe quel club. Ce mec-là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue au foot, c'est un délire. Il a une intelligence, je conseille à tous de regarder le but. C'est un délire ce qui met son but là, cette facilité, ce jeu de corps. Et mon troisième homme, c'est quand même Florian Thauvin. Alors ouais, on va me dire je suis Marseillais, machin. Mais Oui, on te le dit. il a joué 20 minutes l'année dernière sur toute une saison. Il a été blessé. On l'attendait au tournant. C'est Brest en face. Il a répondu présent. C'est une nouvelle fois le leader technique de l'Olympique de Marseille. Un but de passe D. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe un truc. C'est un danger permanent et c'est une vraie recrue pour l'OM. Donc je suis très content pour lui parce que c'est un bon gars en plus. Donc voilà, et ça va être un homme fort une nouvelle fois de notre championnat. Et je mets un quatrième gars. J'ai beaucoup aimé la prestation d'Amouma avec Saint-Etienne, qui a mis un doublé. C'est un mec, je trouve, qui est sous-coté en Ligue 1. Il est toujours mis un peu au placard à Saint-Etienne, jamais trop titulaire. Et je trouve que c'est un vrai bon joueur de Ligue 1. Et pour moi, Amouma est à souligner. Il a mis 2 beaux buts en plus. Un pied gauche, pied droit. Donc voilà, c'est un peu mes hommes forts de cette deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Moi, je vais te rejoindre, puisque bon, à l'inverse de toi, j'ai pas pu regarder tous les matchs, mais j'en ai regardé pas mal quand même. Et pareil, je trouve que Depay à Lyon, le triplé plus que mérité. Les 3 buts juste avant la mi-temps, là, franchement, Lyon se réveille et fait du bon Lyon. Pareil, une fois de plus, je vais parler de l'attaquant de Dijon qui malheureusement, en première mi-temps, je le trouvais assez bon, Schindler, mais sur la deuxième mi-temps, du coup, avec le revirement de situation, il s'est un peu plus effacé. C'est un super bon joueur, vrai bon joueur, et d'ailleurs, il a marqué hier, vendredi. Donc c'était plus que mérité, donc voilà, 4-1. Donc moi je trouve que Lyon a fait le taf, très bon Depay. J'ai vu aussi Rennes-Montpellier, et comme tu dis, Kamavinga, franchement ça saute aux yeux quoi. Déjà de une, il est de partout, tu le vois à droite, tu le vois à gauche, tu le vois, il fait des passes, il est incroyable, vraiment J'espère, enfin c'est un peu pas de la propagande, mais je l'ai déjà vu sur Twitter, une énorme propagande de la part des supporters parisiens pour Kamavinga. Si Paris a besoin de milieu et qu'ils doivent aller chercher français, autant qu'il reste dans notre championnat plutôt qu'il aille en première ligue ou en Espagne. Moi, Kamavinga, vraiment énorme joueur. Comme tu le dis, moi vraiment, je le vois de partout et vraiment trop fort quoi. Pour son âge, c'est abusé. J'ai regardé quoi comme match? J'ai regardé Reims-Lille aussi. Reims-Lille dans un match qui était assez disputé, où je trouve que Jonathan David ne confirme pas pour l'instant. C'est le début. Hein. On a vu à l'inverse Osimhen qui, pour son premier match amical avec Naples, a claqué un triplé en 8 minutes. Moi, je trouve que pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, David n'a pas apporté satisfaction. Mais je pense qu'il reviendra. C'est un très bon joueur. Et puis, j'espère qu'il marquera beaucoup de buts. Voilà, c'était un match assez serré, je trouvais. Reims qui ne déméritait pas le nul non plus. Mais voilà. Nantes-Nîmes qui a fini sur un 2-1, mais voilà, très bon match de Nantes. Nîmes qui fait une première mi-temps horrible. Chacun a eu sa mi-temps. Chacun a eu sa mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on est très bon. Malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Et pour finir, moi je pense qu'il faut revenir surtout sur une victoire où moi je m'y attendais pas forcément, mais victoire de Saint-Etienne 2-0 contre Lorient. Moi qui étais vraiment pas serein pour Saint-Etienne cette saison. Comme tu as dit, Amouma, qui pareil est un gars qui est souvent poussé vers la sortie, encore en début de mercato, on le voyait, Amouma a été énormément poussé vers la sortie à Saint-Etienne. Et finalement, il reste, il claque un doublé, 2 pieds. Très beau match. Lorient qui n'a rien pu faire dans un match où Saint-Etienne avait clairement le dessus. Donc voilà. Donc c'était une très très belle journée de Ligue 1. Hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous avez regardé comme match, Sofiane et Nando? Justement, j'ai une question à te poser. T'as pensé quoi de Ferrat? Parce que j'ai vu, il était pas mal du tout. Donc, Ferrat, c'est assez compliqué son match, je trouve, à Nantes. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, je le trouve inexistant. Vraiment, il n'avait pas d'envie, il n'y avait rien. C'était vraiment très très moyen. Juste pour répondre à Jean Chave qui demande quand est-ce qu'il arrive Robert Pires, c'est à 21h normalement. Et du coup, je trouve que la première mi-temps était horrible, il était vraiment pas là. Et en deuxième mi-temps, quand il a voulu jouer, il a fait ce qu'il voulait. Son but, je suis pas sûr si c'est pas un centre à la base, mais il y a moyen que ce soit peut-être le plus beau but de la deuxième journée en Ligue 2. Mais voilà, c'était un très beau but et puis c'était un bon match. C'est dommage qu'on ne reparte pas, ne serait-ce qu'avec un point, mais c'est un très bon joueur, Ferrat. C'est dommage que chaque année, vers novembre, décembre, là, il perd un peu en qualité, mais
Il reste, je sais pas si c'est le froid ou quoi, mais il est un petit peu moins bon. Mais à voir ce que ça peut donner. Hein. Donc, Je crois que Nando, en plus, il a bien vu Bordeaux hier, j'ai cru comprendre. En HD 4K. C'était Bordeaux, j'ai pété un câble avec cette appli Téléfoot. Je crois que c'est rare que je m'énerve déjà en matin du foot, c'est rare que je m'énerve. Mais là, je me suis vraiment énervé parce que, en gros, j'ai regardé le match samedi de Rennes contre Montpellier sans trop de dommages. Ça a été. Et d'ailleurs, je le confirme, donc Kamavinga, alors après, c'est le vieux qui parle, mais il faut pas aller trop vite en besogne. Hein. On en a vu un paquet. Je vous parle de certains comme même des Marvin Martin, tout ça, ça devait être des nouveaux Zidane et tout ça. Donc, alors par contre, il a fait un sacré match. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa maturité, son aisance technique et sa façon d'éliminer les gens sur ses feintes de corps, en fait. Et Pedro Mendes, il le fait valser sur le but. Hein. Ah ouais, mais complètement. Non, mais je crois qu'il le cherche encore, en fait. Ah ouais, non, mais on ne dirait pas, tu sais, il y en a qui te disent, ouais, la défense en bois. Attends, un mec qui transperce comme ça, et juste, quasiment, sans changer d'angle de crochet ni rien. C'est chaloupé, quoi. C'est la classe. Donc, évidemment, c'est un gros. Alors, j'ai de l'écho, là. Ah. Les amis, il doit y avoir encore un truc, j'ai de l'écho. Ah, moi, j'ai pas d'écho. Ouais, moi, j'en ai un. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais, donc, voilà, c'était le gros coup de cœur. Après, j'ai regardé, donc, tant bien que mal, le match de Bordeaux. Donc, pas sur l'application Téléfoot, où j'ai eu le droit à 5 minutes à la mi-temps, en fait. Donc, j'ai même pas eu, voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que c'était la seule chaîne qui n'était pas, le seul match qui n'était pas accessible via l'appli, c'était le match de Bordeaux. Donc, voilà. Donc, très content. Bordeaux a fait un match, on peut pas dire un grand match, mais ils ont proposé des choses très cohérentes, très solides défensivement. Donc, comment on appelle ça? La charnière centrale, Baïs Koscielny, tu vois très vite que tu peux aller à la guerre et pas que ça, c'est-à-dire que ça a été les patrons. Et Angers, faut se les jouer à domicile quand tu les joues là-bas. Même il y a du matos, pas que du physique, il y a aussi de la vitesse et de la technique. Et pour certains qui disaient Baïs, c'est une charrette ou des trucs. Bon, là ils ont montré que voilà, ils ont été bons. Il y a eu aussi Otavio Basic au milieu. Ça a été très, très intéressant. On a vu beaucoup Basic se projeter, mais tout le travail de Stap et le travail de récupération d'Otavio qui a fait que j'attrape, je nettoie la balle et je la passe à 1 mètre. Mais ça, c'était fantastique. Nando, je te coupe. Sur Bordeaux, justement, qui va être vraiment l'attaquant de pointe titulaire on voit Briand sur le côté. Là, c'est Maja qui a joué, qui a marqué. S'il n'y a pas de mouvement au mercato, Gasset a mis son veto sur le départ de Maja, parce qu'il y aurait des clubs, West Ham en Première Ligue et les Glasgow Rangers, a priori, qui auraient fait des premières approches. Mais il a demandé qu'il soit intransférable, entre guillemets. Donc après, c'est toujours pareil, à Bordeaux, il y a des problèmes de Marouane Chamakh au club, en pointe. D'accord. De Marouane Chamakh en pointe. Attention, il a retrouvé les cheveux, donc fais attention. C'est ça. Ah ouais, mais bon, il a retrouvé les cheveux et il a surtout retrouvé des kilos. C'est ça le problème qui me fait un peu peur là. C'est bien au moins. Ouais. Son surnom c'était le chameau, mais là il ressemble vraiment. C'est ça le problème. Donc non, mais voilà. Donc après ça sera logiquement ça sera Maja et avec des mecs qui lui tournent autour, type de Préville, Wang. Voilà, donc voilà. Et après, j'ai vu également, parce que là, ça a été rétabli, le soir, j'ai regardé le Brest Olympique de Marseille. Voilà, donc voilà ce que j'ai regardé avec un match tu te dis qu'il peut pas échapper à l'OM, mais finalement, qui aurait pu à la fin échapper à l'OM? Mais bon, victoire logique.
Thauvin, effectivement, a confirmé, mais il a confirmé, hélas, alors je dis pas ça, je fais pas pour troller, hein, il est souvent là contre ces petites équipes, mais surtout, on l'a revu, rejouer déjà, et il marque. Et il marque et il influe sur le jeu. Benedetto, je l'ai trouvé absent parce que je pense que si c'est un Dario Benedetto. Ouais, mais voilà, je sais pas, un Benedetto un peu plus en forme, je pense que le match il est plié en fait. J'ai envie de te dire, c'est une préparation. L'OM particulièrement a été touché par le Covid. Il y a 3 mecs qui sont pas là. Il y a une équipe qui a eu 2 matchs annulés. Ils n'ont pas joué depuis début août. Je trouve que voilà, c'est l'essentiel est là. C'était pas un grand match de football, mais voilà, l'OM a assuré l'essentiel, les 3 points, et voilà, va pouvoir enchaîner en récupérant les cadres comme Payet, comme Alvaro et comme Bounassar. Moi, je voulais poser une question du chat, les gars. Notre ami Papy Gomis, à qui on passe le bonsoir, qui nous demande les amis, que pensez-vous des nombreux cartons rouges et pénaltys reçus sur les 2 premières journées? Est-ce le fait de ne pas avoir joué pendant 5 mois, est-ce que cela peut avoir un impact? Ou est-ce les joueurs ou les arbitres? Moi, personnellement, tu vois, je trouve que pour l'instant, ça a été un peu sévère au niveau des cartons rouges. Là, c'est un vol. Monaco, là, c'est un vol. Ouais, moi je trouve que c'est un peu sévère, c'est un peu abusé. Monaco, surtout, Fofana, il fait absolument rien. Et ce qui m'excède le plus, c'est de se dire qu'on a la VAR et que même à la VAR, on n'arrive pas. Pareil, Terrier, le carton rouge qui se prend, moi perso, je le comprends pas forcément. Donc je trouve ça inadmissible qu'on ait une VAR et qu'elle nous serve à rien, entre parenthèses. Puisque pareil, Nîmes, hier, on se prend un penalty où. Bon, après, entre parenthèses, les règles ont changé, de ce que j'ai compris. Mais il y a un penalty où la faute est clairement en dehors comment ça s'appelle? Elle est carrément en dehors de la zone de la surface, tu vois. Et en fait, juste parce que le joueur, il tombe dans la surface, il y a penalty. Donc, si c'est comme ça, dès qu'il y a une faute, le mec, il a juste à se jeter le plus loin possible et il y a penalty, quoi, tu vois. Mais je crois que la règle a changé, et notamment, c'est ce qui explique pourquoi il ne siffle pas le penalty pour l'OM sur la main qui est flagrante du Brestois. Et apparemment, alors je sais pas, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas lu le dernier communiqué de la Ligue des arbitres ou comme ça, mais a priori, c'est ce que j'ai lu hier sur Twitter. Apparemment, c'est parce que il y a la notion maintenant de comment te dire, la proximité entre le départ de la frappe et la main, quoi. C'est-à-dire que là, ça s'est fait, il n'y avait même pas 1 mètre, quoi. Alors, bon, voilà. Ouais, mais bon. Mais c'était, ouais. Mais ouais, moi, je pense que c'est surtout les arbitres, hein. Je pense que les joueurs, même d'un point de vue physique, je trouve que franchement, ça va. La plupart tiennent bien le coup. Ouais, moi, pour avoir vu l'OM hier, à ma vie, il a eu le Covid la semaine dernière. Il tient 90 minutes hier. J'ai trouvé plutôt correct. Mhm. Un mec qui a chopé le Covid, tu vois. Thauvin qui a pas joué, qui a tenu 90 minutes aussi. Alors, j'ai pas vu si à Bordeaux ou si dans d'autres clubs, il y avait des mecs qui avaient touché le Covid et qui ont joué. Mais moi, j'ai été surpris aussi. Et je trouve qu'il y a du spectacle globalement. J'avais peur de voir des vieux matchs fermés 0-0. On a eu des buts. Globalement, je suis plutôt surpris. Alors, on n'est pas encore dans le rythme du championnat. Paris n'a pas joué, etc. Mais ça va, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est con à dire, hein, parce que c'est pas ce qu'on souhaite évidemment, mais j'ai l'impression que le fait que les stades soient pas pleins, qu'il n'y ait pas la pression du public adverse, j'ai l'impression que les mecs ils jouent presque comme à l'entraînement, plus déliés, et ça c'est juste une impression. C'est comme le Final 8 de Ligue des Champions avec des scores, voilà, parce que bon là c'était un peu comme un type championnat. T'as un match, point. Bon voilà, je veux dire t'as des points directs à la fin, et les points en Ligue des Champions, c'était la qualif. Et si tu veux, c'est vrai que ça joue, t'as l'impression que ça joue beaucoup plus libéré, en fait. Je vais juste vous couper. À la fin des matchs, il n'y avait pas trop de tactique, tu vois. Je vais juste vous couper pour passer le bonjour à monsieur Karim Jaziri qui est sur le live et qui nous demande si Robert est sur le banc. Salut Karim. Robert va venir pour 21h. Donc voilà, bonsoir à toi et merci à toi d'être sur le live aussi. Salut Karim. Sofiane. Juste pour terminer un peu, vous avez parlé des équipes de Ligue 1, de Nîmes, de Marseille, de Bordeaux, de Lyon, etc. Mais on a oublié une petite équipe qui est leader du championnat. Nice. Exactement. Voilà un bon élève. Vous voyez, ça, c'est un bon élève.
Non, mais moi, Nice, bah, tu vois, c'est pas une Logique. surprise dans le sens où, pour moi, c'est logique, tu vois. Que ce soit au vu de leur recrutement, la stabilité, puisque bon, on le rappelle, Vieira, ça va faire 3 ans quand même qu'il est là, non? 2-3 Ouais, ans. c'est l'année de la confirmation quand même pour Nice. Là, on Donc, est d'accord. c'est la confirmation. Je trouve qu'après, au niveau de jeu recrutement, ils ont été bons. D'un point de vue tactique, ils jouent très bien. Il y a un très bon collectif. Ah, Deux Pas doigts. d'enflammade. Pas d'enflammade. On est à la 2e journée. oui, on est à la deuxième journée. Non, mais voilà. Non, mais moi, je trouve pas. Mais non, mais tu vois, mais moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça. Comment dire, illogique qu'ils aient eu 2 victoires. On en a parlé la semaine dernière à Strasbourg. Bah, ça a été très entaché leur préparation par le Covid, etc. Donc la victoire d'hier, pour moi, elle m'a pas surpris. Et puis, tu vois, genre en premier match, ils avaient joué contre Lens dans un match assez serré où il y avait eu 2-1. Mais il Tu faut vois, genre, savoir, il y a une stat, Leandro, sur Nice, c'est qu'ils ont marqué donc du coup 4 buts en 2 matchs sur Ouais. 7 tirs cadrés en tout. C'est pour dire. C'est 2 doublés, non? De quoi? 2 doublés. doublé de Dolberg et le premier match. Gouiri, le Gouiri, le Ouais. premier. Voilà, 7 tirs cadrés, et 4 buts, ils sont efficaces, ils sont très efficaces. S'ils font ça toute la saison, c'est-à-dire que parce que moi j'ai vu que 20-30 minutes du match de Nice. Par contre, j'avais vu le match de la première journée où Dolberg, c'est Casper, c'est ça, hein, Ouais, c'est voilà. son prénom. Et donc voilà, il est fantomatique sur le match aller, sur la première journée, je veux dire. Et c'est super quand t'en as un qui fait, ben là, Dolberg y était pas. Gouiri, il nous fait un match, 2 actions de l'espace et un très bon match au match aller. Et là, le match retour, ça prouve que c'est un très bon attaquant parce que le gars direct, il fait pas 2 matchs, faire stand, quoi. C'est-à-dire, il arrive, il confirme juste derrière et il fait, c'est le match player typique, et comme on disait, avec peu d'occasions mais bon, moi, les 30 minutes que j'ai vues du match de Nice, tu te dis, parce que j'ai pas vu la fin, et j'ai repris à un moment la fin, tu avais l'impression que Montpellier, finalement, il poussait. Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai dit? Montpellier. Pour faire plaisir à Lyon. Autant pour moi, Strasbourg poussait, mais sinon, voilà, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop inquiétés, en fait. Ouais, je suis d'accord avec Papy Gomis quand même qui nous dit Nice 7 tirs 4 buts. Après dans le jeu c'est très loin d'être ça. Surtout face à Lens ils ont rien montré, c'est des résultats en trompe-l'œil. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une Ligue 1 qui est bizarre, il faut le dire, il faut le contexte est complètement unique. Voilà, c'est le début. Les équipes sont pas encore dans le rythme du championnat, donc voilà. Justement, dis-toi, quand ils sont mauvais, ils réussissent à glaner 6 points, alors quand ils vont être bons, parce que ça va être. Non, mais il faut les prendre les 6 points. Ouais. Ça comptera en fin de saison, c'est clair. Exactement. Mais ouais. Bah, d'ailleurs, info de dernière minute, je viens de voir, à ce qui paraît, le Paris Saint-Germain serait renseigné sur Memphis Depay. Qu'est-ce que vous en pensez de ce possible transfert? C'est malin. Ouais, franchement, moi, je suis Voilà. Ils vont faire une Bayern, ils vont piquer les meilleurs joueurs des autres clubs. Ouais, non, mais moi vraiment, ça m'étonnerait pas. Et puis, Ce que faisait Lyon aussi. Alors, il y avait le discours des grandes années lyonnaises, il y avait le double discours. Tu avais Aulas qui disait que c'était une économie qui tournait comme ça dans le football français. Ouais, mais bon, quelque part, il faisait comme ont fait d'autres prédécesseurs. Quand tu avais les best tapis et tout ça, les grands présidents, ils achètent d'abord les meilleurs joueurs, s'ils peuvent, des clubs concurrents, et après on fait le reste. Mais voilà, ça serait surtout, ça permettrait de faire. Ça dépend après le recrutement que ferait derrière Lyon, parce que il va falloir le monnayer, ils vont le monnayer aussi, Memphis. Et là, voilà. Mais, hein? Là, ils vont payer, là. Si c'est pas Lyon. Ils vont payer, et puis voilà, ils se disent peut-être que comme Lyon n'a que le championnat à jouer l'année prochaine, ils ont peut-être ciblé comme gros concurrent, sinon le concurrent Lyon, et ils se disent, ben, si on leur enlève, et si possible, ça va être difficile avec Aulas, mais en fin de mercato Depay, ça peut les mettre dans le... Moi, je pense que Depay, ça partira, mais je vois pas plus de 50 millions perso. Hein. Je pense que ce serait une bonne affaire pour les deux. Ça serait déjà très bien quand même.
C'est Ouais, 20 mais 50, millions. ouais, mais 50 millions, franchement, pour le joueur et pour l'OL, enfin, comme on a vu, Aouar, là, 40 millions à City, moi, Non, mais personnellement, ça, je trouve que ça, c'est ça, un c'est vol, pas hein. assez. Non, C'est ça, un c'est. vol, clair et net. Ça, on Mais est moi, je pense d'accord, que mais Depay, Lyon, ils auraient Ouais, été mais en Ligue Depay, des Champions, etc. pour prendre un Plutôt truc que de. important, je te coupe, mais Vas-y. c'est qu'il s'est fait les croisés au mois de janvier, quoi. Ouais, mais il est très bien revenu. Enfin, Ouais, mais enfin, il est très bien revenu. Il n'a pas fait une saison complète. Il a fait une compète avec 2 matchs seulement. Tu vois, donc faut attendre encore. Faut attendre sur la longueur, tu vois, voir ouais, si. mais déjà, tu vois, genre, dans sa récupération et tout, le mec, il est Bien sûr. revenu super vite. et il a Que ce joué soit lui. le Final 8, il l'a joué essentiellement sur le talent parce qu'il était court physiquement, Bah très ouais, très court. On physiquement, l'a ouais. vu. Mais Donc moi, t'as tu vu. vois, genre, moi, ce qui me gêne actuellement, enfin, tu vois, je pense pas qu'il y aurait forcément un besoin d'un remplaçant à Lyon, puisque je trouve que, tu vois, il y a de quoi faire. Mais un truc, moi, qui me choque à Lyon, c'est que des mecs comme Jeff-René Adélaïde ne jouent pas. Mais il va jouer. Il va jouer. Il va remplacer Howard techniquement en Ouais, dans le titulaire, tu vois. bah, j'espère bien, hein, parce que Mais bon, on se retrouve quand Lyon même a avec. un effectif. Il faut le prendre en compte. Lyon a un effectif très riche pour une équipe qui va jouer que la Ligue 1. Il y a Ouais. beaucoup de joueurs, hein. Alors, du coup, il y a Papy Gomis qui nous dit: pensez-vous que le PSG aurait intérêt à adopter une stratégie à la Bayern, prendre les bons joueurs des équipes de son championnat? Bon, ouais, clairement, je pense que ce Oui, serait bénéfique, hein, et puis en plus, ils prennent des Français, etc. C'est que bénéf pour nous, hein. Donc, là, ils prennent Kamavinga l'année bon, là, prochaine. on parle de Depay, mais s'ils prennent Kamavinga l'année prochaine, ouais, voilà. Moi, je trouve que ce serait bien, et puis ça pourrait apporter leurs fruits, On a parce que vu c'est des mecs qui connaissent déjà la Ligue 1. Tu vois, tu vas pas aller forcément chercher un mec, je sais pas, moi, aux Pays-Bas, où tu veux, tu vois. Ils ont allé chercher un Draxler qui confirme pas. Ils sont allés chercher Mm. un Thilo Kehrer qui est très moyen. Tu vois, donc Paredes, bon, c'est pas non plus le crack annoncé, mais voilà. Alors qu'un Kamavinga, voilà. Paredes, c'est quand même une des dernières très bonnes recrues, moi, je trouve. oui, t'as Paredes, Bernat, tu vois, tu as des joueurs comme ça qui ont Ouais, confirmé. Paredes, je suis pas convaincu. Les Ouais, je amis, mets trop pour ce que c'est, voilà, personnellement. les Tu amis, es, je vais tu es, vous. tu es supporter de quel club déjà? Ah, mais t'inquiète pas, je peux te dire clairement qu'il y a des très bons joueurs à Paris, mais je trouve que Paredes, tu vois, Pour l'instant, tu m'as dit qu'il y en avait pour l'instant, tu nous as dit qu'il y en avait des très mauvais là. Bernat, c'est un très bon coup pour moi. Bernat, c'est un très bon joueur. Hmm. Je vais vous couper, puisque nous avons notre invité qui est arrivé, les amis. Et nous allons donc partir dans une courte pause de 3 minutes, les gars. Et on revient avec Monsieur Robert Pires. Donc, je vous dis à tout de suite. À de suite. Salut les amis. Donc voilà, on a eu des petits problèmes de connexion avec le duplex que l'on fait avec Robert Pires qui vient de nous rejoindre en direct d'Ibiza. Je trahis pas de secret. Bonsoir messieurs, non, il n'y a aucun secret. Je suis bien en Espagne à Ibiza, ouais. Voilà, donc ça a été un peu compliqué à trouver un petit endroit avec du réseau. Désolé pour les gens qui attendent. Bon alors Robert, ton actu fraîche là. Samedi, tu vas commenter ce Suède-France avec Xavier Domergue sur M6. Ouais, exactement. C'est un peu comme l'équipe de France en ce qui me concerne. Je vais faire ma rentrée sur M6. On va faire les commentaires avec Xavier Domergue et Karine Galli qui sera, elle, en bord pelouse. Donc, très content déjà de retrouver les Bleus et aussi vraiment, c'est un travail assez excitant parce que je sais que c'est un travail qui n'est pas facile. Mais en tout cas, le fait de retrouver l'équipe de France et notamment Didier Deschamps, c'est toujours un réel plaisir. D'accord. Et ça s'est fait. Comment ça s'est passé? Parce que tu es toujours, enfin, si on peut en parler, mais tu es toujours sous contrat avec Bein et en fait, tu fais quoi? Des piges juste pour l'équipe de France? Alors, non, je vais dire un petit peu mon actualité. En fait, si tu veux, Bein, c'est terminé. J'ai signé avec 2 chaînes. Donc, aujourd'hui, je suis un homme très privilégié. J'en suis heureux et j'en suis conscient. Avec Canal+, où je vais, on va dire, couvrir la première ligue. Et donc samedi, ça sera mon entrée, ma rentrée avec M6, notamment
et spécifiquement juste pour l'équipe de France et l'Euro prochain. D'accord. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est le choix du roi pour toi, là, quand même. Ouais. Ah ouais, non, c'est plus que cool. J'en suis ravi. Déjà qu'on fasse encore appel à moi. Je sais que c'est pas facile. C'est aussi un métier, même si ce qui se passe sur le terrain, je l'ai vécu en tant qu'ancien joueur. Mais disons que c'est pas toujours évident ou facile de faire la part des choses. En tout cas, moi, je vais rentrer dans une dynamique où je ne veux pas critiquer le joueur. Parce que c'est pas ma fonction. En tout cas, ce rôle-là, je le laisserai aux journalistes et aux fans. Mais en tout cas, je serai le plus naturel possible et puis aussi le plus spontané. Quand tu as eu cette proposition, Robert, t'as pas hésité une seule seconde. Commenter l'équipe de France, c'est quand même un truc de fou. Ou t'as réfléchi un peu plus longtemps? Oui, c'est vrai que non, mais je suis d'accord avec toi. Où c'est vrai que l'équipe de France, c'est un truc de fou. Déjà, quand tu es joueur, parce que c'est pas évident déjà d'intégrer l'élite. Et je sais que ce maillot, il est beau, mais parfois il est lourd. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, quand Frédéric de Vincel, qui a un poste assez haut chez M6, est venu me contacter. Déjà, j'étais assez fier et flatté, mais je lui ai dit spontanément qu'en fait, j'avais un contrat avec Canal+. Et là, il m'a dit, écoute, est-ce que, avec ton autorisation, est-ce qu'on peut appeler le président de Canal, donc Maxime Saada? J'ai dit, écoutez, allez-y, mais je pense que ça ne va pas se faire. Et c'est ce que je lui ai dit. 3 jours après, il m'a rappelé. Et donc, j'ai vraiment cette opportunité de pouvoir travailler pour M6 et aussi Canal+ en même temps. Comme quoi, ça t'arrive de ne pas sentir les coups, quand même. Alors sur ce coup-là, j'ai rien senti. Sur ce coup-là, j'ai pas été bon du tout. Donc non, encore une fois, comme quoi, je m'aperçois que oui, tout est possible. Et moi j'en suis hyper fier, content, parce que d'un côté, je vais travailler pour Canal et surtout pour la Première Ligue, et de l'autre côté, M6 avec l'équipe de France. En plus, dans moins d'un an, on le sait tous et vous le savez tous, c'est que y a l'Euro qui arrive, donc c'est encore une fois, c'est hyper excitant. Donc du coup, tu seras pour l'Euro avec M6 en train de commenter les matchs de l'équipe de France? Exactement. Tu as tout compris. Donc les matchs seront partagés entre M6 et TF1. Samedi, comme les Bleus, on fera la rentrée à Stockholm. C'est vrai que les conditions, elles sont particulières, elles sont difficiles pour tout le monde, pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs, parce que quoi qu'il arrive, le football reste un sport populaire, et quand on est joueur, on a toujours envie de voir un stade plein. Mais disons qu'il faut s'adapter à ce qu'il y a en face de nous, tout simplement. Alors, juste, excuse-moi, Robert, excuse-moi, en fait, sur Twitch, quand quelqu'un fait un abonnement ou s'abonne, on lit son message et on le remercie. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je voudrais remercier encore Bébé Graphique qui s'est réabonné pour le 2e mois. Il a laissé un message, il a dit, à défaut d'un visuel... On envoie des cœurs aussi. À défaut d'un visuel sur la magnifique carrière de M. Robert Pires, je soutiens le projet S-Foot et je muscle mon jeu. Je pense. D'ailleurs, excuse-moi, tu avais une autre question, Sofiane, derrière ou non? Parce que là. Seulement sur les commentaires. En fait, je voulais savoir, est-ce que Bichente t'a conseillé, puisqu'on sait que Bichente est sur TF1 et il commente l'équipe de France, et vu que toi maintenant tu es sur M6, tu vas commenter aussi l'équipe de France, c'est-à-dire on a 2 champions du monde 98 qui vont commenter l'équipe de France chacun de son côté, et je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous, on peut discuter ou… Oui, bien sûr. De toute façon, avec ce qui s'est passé il y a quelques années, ça a créé des liens et une forte amitié. Et c'est vrai qu'avec Lisa, on ne s'est pas perdu de vue, on est resté en contact. Aujourd'hui, on est passé de l'autre côté de la barrière, parce que tous les deux, on bosse pour les médias. Et je sais qu'avant le match de vendredi, je vais l'appeler, je vais lui demander des conseils, parce que l'équipe de France, c'est pas facile, c'est pas évident, je le sais. C'est un métier, quoi qu'il arrive. Donc, même à 46 ans, je suis là pour écouter et surtout pour apprendre des conseils des anciens. Ok, très bien. Je te laisse. Mais du coup, il y a Top Girondin qui posait une question à ce niveau-là et qui peut être intéressante. Il demande, est-ce qu'il y a des consultants qui t'inspirent dans ce métier, dans ce nouveau métier, entre parenthèses,
qui est outre celui de footballeur, celui de commentateur? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Disons que Lisa, il fait partie des gens que j'aime, que j'apprécie, parce qu'en fait, il va pas trop dans le conflit. Et en tout cas, c'est ce que je ne veux pas. Je vais dire ce qui va se passer sur le terrain, être naturel, être le plus juste possible et expliquer les choses, surtout quand un joueur, je sais pas, rate une passe, rate un contrôle, rate un penalty. Donc, je suis là pour expliquer aux téléspectateurs. Je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, ça j'en suis conscient. Critiquer, je le serai parce que j'étais habitué pendant 20 ans quand j'étais joueur. Donc là-dessus, je pense, armé. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça fait partie de la vie d'un sportif ou même d'un nouveau consultant. Après, il y a des anciens que j'écoute. Dugas, je l'ai écouté. Dimeco, je l'écoute aussi. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on est plein d'anciens joueurs à être dans ce nouveau rôle. Dans ce paysage, ouais. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant. Pardon ? Non. Mais par contre, par rapport à ta carrière, justement, tu sais, internationale, est-ce que tu es d'accord un peu avec moi si jamais, moi, je vais te donner un peu l'image que j'avais de Robert Pires, l'évolution du joueur, juste comme ça, l'évolution. Il y a vraiment eu un avant Arsenal et un après Arsenal. Donc, en gros, l'époque où tu débutes en 96 jusqu'en 2000 à peu près, où tu es plutôt… après, il y avait une sacrée génération aussi. Toi, tu pointais le bout de ton nez et tu étais un peu un remplaçant de choix, puisque moi, j'ai quand même en tête deux faits que tout le monde va avoir en tête, mais deux faits extraordinaires de ta carrière que tu fais en tant que remplaçant. Mais c'est le centre pour la tête de Trezeguet qui remet à Laurent Blanc, France-Paraguay à Lens en 98. Et évidemment, la passe décisive pour Trezeguet à l'Euro 2000. D'ailleurs, là, Roger Lemaire, il a fait alors, un coaching, mais c'est un truc de ouf quand même. Il fait rentrer en premier Viltord à la place de Dugas. Il fait rentrer Trezeguet à la place de Yuri Djorkaeff, je crois. Et toi, tu rentres à la place de Lisa à la 85e. Et Wiltord qui égalise, toi qui fais la passe d'Est pour Trezeguet. Fantastique. Et après, ah ouais. Et après, justement, donc, tu arrives, après, tu es à Arsenal. Et là, moi, je me rappelle notamment c'est bizarre, c'est une coupe qui n'existe plus, mais la Coupe des Confédérations 2001, là, où tu as pas mal d'absents au milieu. Je crois que Roger Lemaire, il te fait descendre quasiment en milieu défensif. Ouais, bravo. C'est ça. Et là, c'est toi qui… Enfin, tu prends une dimension, là, on capte que tu as pris les rênes. Et là, le truc qui te flambe, c'est évidemment quand tu te fais les croisés avant la Coupe du Monde 2002, où là, ça doit être la Coupe du Monde parce qu'on parle souvent de la blessure de Zizou avant un match amicaux, mais il y a toi qui est absent aussi. Donc pour moi, il y a vraiment eu deux Robert Pires vraiment frappants en équipe de France. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, enfin moi je suis de ton avis par rapport à tout ce que tu as dit. C'est vrai que pendant un certain temps, j'ai été considéré comme un joker de luxe et j'en suis heureux parce que, si tu veux, et tu l'as dit, c'est que je suis arrivé dans une génération où c'était fort au milieu de terrain et il fallait être vraiment solide et costaud pour passer devant des mecs. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que le plus important, c'était d'intégrer l'équipe de France. Que tu sois titulaire ou remplaçant, le but final, c'est de gagner. Dans n'importe quelle position. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Aimé Jacquet et aussi Roger Lemaire, ils avaient instauré une hiérarchie. Donc, à partir du moment où je savais que j'étais remplaçant, il n'y avait aucun problème. Ce qu'il faut dans un groupe, c'est la communication. Et si le coach te parle, t'explique les choses,
tu peux mieux l'avaler. Même si c'est dur, tu l'avales plus facilement. Et après, quand tu es remplaçant comme je l'étais pendant des années, eh ben, qu'est-ce qu'on demande à un remplaçant? C'est d'essayer de faire la différence, d'apporter de la vitesse, de la fraîcheur. Et pour revenir sur le but de Trezeguet en finale de l'Euro 2000, voilà, j'ai juste fait ce que je savais faire, tout simplement. Alors, tu l'as très bien fait. Ça, c'est, Je te remercie. Et c'est pas, même si je comprends ce que tu veux dire, Robert, mais c'est pas, t'as pas été gagné par cette frustration, justement, parce que c'est quand même des grandes compétitions, on aimerait être titulaire tous les matchs, et t'as quand même, mentalement, bah voilà, t'as mis de côté un petit peu ta fierté de joueur et t'as foncé, quoi. C'est ça qui est fort Ah aussi, oui. quoi. Parce que mentalement, pas tout le monde peut Oui, mais après, si tu veux, c'est que chacun réagit différemment. Oui, on a tous envie de jouer. Oui, il y a toujours l'ego qui est touché quand tu es remplaçant. Il y a toujours aussi cette fierté de dire non, moi je peux jouer, je dois jouer, ou alors je suis meilleur que lui. Non. En club, à la rigueur, on peut avoir ce discours. En équipe de France, non. C'est un collectif, c'est un sélectionneur qui met une équipe en place, qui essaie de mettre la meilleure équipe possible en place. Et puis après, il y a les remplaçants. Et les remplaçants doivent aider les titulaires à gagner. Et en tout cas, moi, j'avais ce rôle-là, j'avais cette mission-là. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé sur mes années avec les Bleus. Mais moi, tu vois, je voulais te demander une question, puisque il y a quelques mois de Vas-y. cela, tu as accordé une interview aux Parisiens dans laquelle tu disais que tu souhaiterais revenir sur le terrain, entre parenthèses, en tant que coach, et comme quoi tu allais passer tes examens cette année, si je ne me trompe pas. Où il en est ce projet, et Bon, est-ce que... je t'entends plus. Ah, tu m'entends? Ça a Maintenant, oui, mais coupé? j'ai pas entendu le milieu de. Ouais, ça a Ah, coupé au milieu de la question. bon, je te demandais, Pardon, pardon. non, mais aucun souci, c'est Internet, attends. C'est déjà fou qu'on arrive à être ensemble d'aussi loin. Mais ce que je voulais dire, Exactement. tes rêves d'entraîneur, ils sont toujours d'actualité? Oui, oui, bien sûr, ils sont d'actualité. Maintenant, enfin, ce qui est dur, c'est que tous les ans, je repousse parce que, Mhm. en fait, encore une fois, je suis privilégié, c'est que j'ai de plus en plus de boulot avec les médias. Donc, mon intention et mon but, oui, c'est de passer un jour les diplômes. Mhm. Attention, hein, ça veut pas dire que je serai automatiquement sur le banc d'une équipe, mais en fait, il y a un ancien, bon, c'est Marcel Desailly qui m'a dit, passe tes diplômes, tu les as dans la poche, et si un jour il y a un président qui se réveille et qui dit, tiens, je veux Robert Pires, ben, au moins je pourrais y aller et ça pourrait être pourquoi pas intéressant. Donc, je pars dans dans cette optique. Puisque du coup, tu comptais les passer cette année, tes diplômes, c'est ça? Donc c'est repoussé à l'année Ouais, je prochaine. voulais les passer cette année. Ouais, exactement. Mais bon, vu avec ce qui se passe avec le Covid-19, donc on va attendre, on va être patient. Je sais qu'en Espagne, c'est un peu plus souple au niveau des diplômes. Donc, c'est aussi pour ça que je suis venu en Espagne m'installer. Ouais. Ouais, vas-y, Sofiane. Vas-y. Oui, Sofiane. Un moment de ta carrière qui a été pas glorieux, en Je fait. t'entends pas, Sofiane. Tu m'entends? Tu m'entends? Non? Là, oui. Oui. Ah. Maintenant, oui. C'est parce que j'avais parlé de ta blessure, je pense que c'est le destin qui veut pas que j'en parle. Ouais, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est pas grave. Et justement, je voulais revenir à ta blessure en 2002 avec Arsenal. Et justement, c'est là, je pense, en tout cas à mon avis, j'ai suivi un peu ta carrière. Tu étais au sommet de ta forme et la Coupe du Monde justement en 2002 arrivait. Est-ce que tu t'es pas dit c'était le moment ou jamais pour être vraiment titulaire, d'être un taulier en équipe de France, c'était l'année ou jamais? Ou alors tu t'es dit il y en aura une autre et... Bah, si tu veux, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que je ressentais sur le terrain? Oui, enfin, en tout cas, j'étais parti pour être, on va dire, un titulaire et rentrer dans la hiérarchie des joueurs qui vont débuter. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. C'est vrai que j'étais bien dans tous les compartiments. Et puis bon, il
il y a cette blessure que tu ne peux pas contrôler. Ça m'est tombé dessus. J'en ai eu pour 6 mois. Et puis, j'ai appris à travailler seul, à revenir plus fort. Mentalement, ça m'a permis de revenir dans un autre domaine qui n'était pas le mien, c'est-à-dire d'être beaucoup plus fort physiquement, surtout pour jouer en Angleterre. Donc, j'ai appris des choses avec cette blessure. Mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, tu t'es sur cette blessure-là, tu as fait quelque chose. Alors, j'avais lu ça à un moment donné. Tu as fait de la fasciathérapie pour t'aider. Oui, j'étais dans le sud. J'en ai fait quand j'étais au CERS à Saint-Raphaël. Ah, avec Tiburce. On m'avait proposé ces services. Exactement. Bravo. Il n'a pas fait. Non, mais parce qu'après. Il n'a pas fait que la Star Academy. Il y en a qui l'ont vu à la Star Academy après, mais à la base, c'était un préparateur de champion. C'était un super préparateur physique. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Après, par rapport à la Star Academy, justement, comme il y avait eu un documentaire sur lui et moi, donc TF1 l'a appelé. Et en tout cas, le fait d'avoir bossé 5 mois avec lui en permanence du lundi au vendredi, je peux te dire qu'après, physiquement et mentalement, j'étais très solide. Ouais. Dans le chat, on demande c'est quoi la fasciathérapie? Moi, je sais, mais il va te le dire. La fasciathérapie, qu'est-ce que c'est? On demande dans le chat. Je vous entends plus, messieurs. La fasciathérapie, tu nous entends, Robert? Ouais. Ouais, mais ça coupe. Alors, c'est un travail sur. Tu m'entends mieux ou non? Oui. Oui. Donc, il te demandait dans le chat, a priori, il y a une question. On te demande, c'était quoi la fasciathérapie? C'est sur tout ce qui est sur le comportement, de bien gérer ses efforts, de gérer, comment on va dire, surtout au niveau de la gestion de la blessure, parce qu'on a tendance un peu à s'enfoncer quand on est blessé, quand on est meurtri à l'intérieur. Et donc justement, on m'a appris à relever la tête et à aller sur d'autres défis. Et c'est pour ça que Tiburce voulait que je le fasse. Et surtout de travailler. C'est un travail vraiment, vraiment personnel. Et c'est vraiment je pense, qui m'a permis de me relever, parce que, en fait, le choc, il a été dur sur un plan personnel, parce que, vous l'avez dit, j'étais bien, peut-être même trop bien. Et puis, j'avais des ambitions, des objectifs un petit peu comme tout le monde. Il y avait cette Coupe du Monde. Et puis, en fait, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et il faut faire face à ça. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu un petit peu comme je ne vais pas dire comme un psy, mais disons qui m'a parlé. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de s'exprimer. Ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport à. Toi, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais ton papa est d'origine portugaise, ta maman d'origine espagnole. Je crois que. Espagnol, portugais. Ouais. Voilà. Et je crois que ton père, là tu vois, c'est Chalana qui parle. Ton père était un supporter du Benfica. Ouais. Et je crois, club où tu as failli signer, il me semble, au milieu des années 90, là, à un moment, ça avait pu se faire, mais tu restes à Metz, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et Vas-y. Non. Et c'est juste, et ta maman, du côté de ta maman, ils sont plus supporters du Real, où tu as aussi, à un moment donné, tu aurais pu y aller au lieu d'aller à Arsenal. En fait, t'aimes pas tes parents, en fait. Non, j'aime vraiment pas mes parents, parce qu'en plus j'ai choisi la France. On a battu le Portugal, on a battu l'Espagne à chaque fois. J'ai pas signé au Benfica, j'ai pas signé au Real Madrid, donc en fait je voulais pas leur faire plaisir, quoi. Et en fait, le choix d'Arsenal pour le Real, c'était surtout un choix de coach, non, je pense. C'est parce qu'il y avait Wenger et que tu avais besoin d'un coach comme ça, non, à ce moment-là de ta carrière. Parce qu'il y avait une année compliquée, l'année d'avant avec Marseille. Ça doit y faire beaucoup.
C'est ce qui a fait pencher la balance du côté d'Arsenal. Si tu veux, alors pour être rapide, à ce moment-là, j'avais le choix entre la Juve, le Real et Arsenal. Il y a pire. Et il y a pire. Donc, j'allais pas me plaindre. Et j'étais vraiment à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de signer au Real Madrid. J'avais même fait une photo que je crois Marca avait diffusée ou avait balancée en une en disant que c'était fait. Mais en fait, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire qu'entre-temps, Arsène Wenger m'a appelé et il m'a convaincu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Angleterre. En plus, il y avait Vieira, il y avait Grimandi. Henry, il y avait Grimandi, Nico Anelka et Manu Petit qui m'avaient dit que du bien du club. Et puis tu l'as dit, c'est-à-dire que je sortais d'une saison un peu difficile, galère avec l'Olympique de Marseille. Et puis donc j'ai eu cette opportunité d'aller en Angleterre et je pense que j'ai fait un bon choix. Oui. Justement, je rebondis. C'est parfait la transition. Je voulais parler de cette fameuse année des Invincibles, encore célèbre dans nos jours. Voilà, Oui. ta réaction me fait dire que c'était un très bon souvenir pour toi et je me doute. Personne n'a réussi à le refaire. Je pense à Liverpool, ce qui était pas loin cette saison. Paris l'a jamais fait en Ligue 1. Qu'est-ce qui a fait la différence cette saison pour ce groupe, Robert? La différence, c'est que Arsène Wenger, il a bâti une équipe, et tous les joueurs étaient capables de faire la différence. Après, bien évidemment, tu en as toujours qui ont un peu plus de talent que d'autres, et je pense notamment à Thierry Henry et Dennis Bergkamp, mais c'est-à-dire que l'ossature était faite qu'on était déjà défensivement, on était solide, et puis après devant, avec les joueurs que je viens de citer, dès qu'on avait une occasion, c'était pratiquement but. Et c'est pour ça que Arsène a été vraiment un inspirateur. Et ça a été, moi, je trouve que ça a été un génie dans le fait de façonner cette équipe. Il en a pris soin. Il avait doublé pratiquement tous les postes. Et donc, c'est pour ça qu'on a réussi à faire une saison comme celle-ci, invaincu, 49 matchs sans défaite. Je pense qu'un jour, il sera battu ce record. Mais ce qui est sûr, il sera compliqué à le battre. Ouais. Pour le faire, il faut une vraie profondeur de banc. Et comme tu le dis, hein, vous aviez doublé tous les postes. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, c'était. Et c'est une cohésion. Je pense que. Surtout à Arsenal, à ce moment-là, il y avait une cohésion et il y avait une équipe qui. C'était pas comme des frères, mais il n'y avait pas de réelle rivalité, il n'y avait pas de problème d'ego, chose qu'on peut aujourd'hui retrouver dans un vestiaire et qui peut vite partir en cacahuète dans un vestiaire, quoi. Mais moi, j'avais une question à te poser. Vas-y. Finis, je t'en prie. Non, mais la cohésion, elle est hyper importante. Après, si tu veux, l'ego, bien sûr, les joueurs en ont. Et ça fait partie du jeu et du monde professionnel. Mais si tu veux, quand tu as un mec comme Patrick Vieira qui est au milieu, qui est capitaine et qui te parle mal quand il faut mal parler à tout le monde, je peux te dire que c'est une vraie cohésion et c'est une vraie stabilité dans l'équipe. Ouais. Ça remet les idées en place. Ah ouais, et je peux te dire, et crois-moi, Patrick Vieira, il n'était pas là pour rigoler. Hein. Oh là là. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de fois je me suis fait insulter sur le terrain. Mais tu vois, écoute, tu reviens sur des anecdotes et on a un de nos abonnés qui est un très grand fan du FC Metz et à qui on passe le bonjour, à Yann Soufre, et qui nous demande. Oh oui, le FC Metz. Et il nous demande justement, parle-nous du FC Metz et ces belles années passées là-bas. Quel est le souvenir, si tu avais quelque chose à nous. Avec Cyril Pouget, les pépés flingueurs, là. Tu veux savoir qu'un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir gagné le championnat de France avec le FC Metz. Ouais. Oh, ça va faire plaisir. Tu peux même pas imaginer comment j'aurais aimé mettre sur mon palmarès vainqueur du championnat français avec le FC Metz en 98. Ça aurait été une de mes plus grandes fiertés. Ouais. Vraiment, vraiment. Non, c'est vrai, hein, parce que en fait, le FC Metz est venu me chercher quand le Stade de Reims, je fais rapide, quand le Stade de Reims était en galère. Donc, Reims, dépôt de bilan, et le FC Metz vient me chercher. Et en fait, mon aventure, elle commence comme ça. J'ai fini ma formation à Metz, on m'a signé professionnel.
je suis resté 6 ans. Je me suis régalé. On avait formé une super équipe. Bon, Nando a parlé du duo avec Cyril Pouget. Joël Muller, l'entraîneur à l'époque, me faisait jouer pratiquement tous les matchs. Et puis, j'avais cette relation, encore une fois, de privilégié avec Carlo Molinari, qui à l'époque était le président du FC Metz. Et pour moi, c'était que du bonheur dans cette équipe pendant 6 ans. Ouais. Mais tu vois, on retrace un petit peu ta carrière depuis tout à l'heure. Et moi, il y a un passage sur lequel je voudrais un avis. Bon, je sais qu'il y avait une question de préparer là-dessus. Mais c'est par rapport à Goa, où tu finis ta carrière. Ouais. Comment ça se passe comment on te contacte? Comment tu acceptes l'offre de partir en Inde? Puisqu'à ce moment-là, c'est là où il y avait énormément de stars et de joueurs du coup qui partaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu décides de partir à Goa? Comment ça se fait ce transfert et cette fin de carrière? Alors c'est simple. Celui qui est un petit peu dans comment je vais dire dans la structure du nouveau championnat, parce que c'était la première édition du championnat indien, surtout avec cette formule-là d'avoir que 8 équipes. En fait, c'est Olivier Dacour qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a un projet énorme qui est en train de se monter en Inde, est-ce que tu veux y aller? Et moi, j'ai dit oui, parce que l'aspect humain me plaisait, la découverte d'un nouveau pays me plaisait énormément. Et puis bon, après, comme vous le savez tous, c'est que financièrement, ça suivait. Donc, j'ai décidé de partir à l'aventure. Et honnêtement, je me suis régalé. Et depuis que je suis revenu de ce pays formidable, je me suis dit que je ne me plaindrai plus jamais. Ah. J'ai eu peur, je croyais que tu allais nous dire que depuis que tu étais revenu, tu avais la tourista, ça la fout. Non, pas encore. Et mais d'ailleurs, donc c'est une vraie découverte. Bah ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce système? J'avais vu ça. Tu entends ou non? Je t'ai pas entendu, Nando. Ah, je disais d'ailleurs à ce moment-là, au départ, c'est quoi ce système d'enchères qu'il y avait là vous aviez un mini championnat quand tu es arrivé en Inde, il y avait des enchères, tu signais c'était quoi, comme une draft au basket? Ah, c'est la même chose. Et en fait, c'était la même formule. Ils avaient décidé de mettre 8 présidents et les 8 joueurs de tête d'affiche à acheter. Et donc, on a été drafté et j'ai été choisi par le président de Goa. Et honnêtement, c'était une superbe aventure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon entraîneur, c'était le fameux Zico. Et ouais. Ah, Pas rien. c'est vrai, lui qui a entraîné à Goa jusqu'en 2017, si je me trompe pas, il était resté un bon moment. Oui, exactement. Lui, il a décidé de continuer l'aventure et moi j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, il faut arrêter quoi. Ouais, mais t'avais quoi, 42 ans, non? 40, combien tu avais quand tu as arrêté? 42? Tu avais 42 ans? Non, tu t'entends? Tu nous entends, Robert? Je vous entends plus, messieurs. Mais peut-être que ces écouteurs, ils ont plus de batterie. C'est peut-être pas pour ça. Les écouteurs. Bon, les gars, on fait une petite pause technique, 2 petites minutes et on revient. Vas-y, je t'en prie, vas-y. On est revenu. C'était juste, juste avant, quand tu nous entendais pas, on te demandait, tu as arrêté, tu disais il est temps que j'arrête, tu as arrêté à 42 ans en fait. Ouais. Ah bah oui, c'est bon. Ouais, bien sûr, j'ai arrêté à 42, donc je pense que déjà c'est pas mal et ça a été pour moi une belle performance, mais si tu veux, après il y a les jeunes qui sont en face de toi, qui physiquement sont très forts et sont plus forts que toi, donc c'est dur de prendre la décision, mais il faut savoir l'accepter et de dire ok, maintenant j'arrête et je laisse la place aux autres. Moi, je voulais te demander une question. Ah, on ne voit plus. Je voulais te demander, est-ce que c'est une question que l'on aime poser? Et bon, je ne sais pas si tu es prêt à cela, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu n'aurais raconté nulle part?
Est-ce que ça devient à l'esprit une anecdote? Un truc marrant, Honnêtement, On a déjà eu des trucs du style, on a déjà eu des soirées, on a déjà eu des. Tu peux tailler Ouais, le des soirées, ouais. Comment? Là, même Vicente nous a sorti quand même qu'une fois Dugas, avec un nouveau coach, il partait en stage et qu'il avait fait du jet ski à poil quand même. Ah, mais on a déjà. Ouais, non, mais nous, à l'époque, avant la Coupe du Monde, on a déjà fait ce qu'on appelle le mur. Hein. Oui, bien sûr. Ou peut-être une anecdote en tant que commentateur ou quelque chose comme ça qui te soit arrivé qui. Ah, non, pour l'instant, non. Non, j'ai rien de croustillant à vous offrir, mais. Tu veux lui porter la poisse. Après. Ouais, Léandro, il veut porter la poisse. Je débute, donc il n'y a pas de souci, quoi. Non, pour l'instant, il y a rien. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'avais une question pour ce match qui a, j'espère, a marqué ta carrière quand même. C'est ce fameux OM Montpellier. Allez, il parle de l'OM encore. Oui. J'ai pas posé une question sur l'OM. J'en ai une deuxième pour toi derrière, Robert. Première question. Vas-y. C'est quoi le discours à la mi-temps? Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce match, vous êtes mené 4-0 par Montpellier. On est en la saison 99. Vous faites une première mi-temps complètement ratée. Voilà. Et deuxième mi-temps, vous revenez 5-4. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a dit coach Courbis à vous les joueurs? Qu'est-ce qu'il nous a dit? En fait, il nous a tenu un discours hallucinant. C'est-à-dire que on savait pas ce qu'il voulait nous dire, quoi. Mais complètement hors sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il a comparé notre match de foot à un match de pétanque, en disant que Montpellier a 12 points, mais pour qu'il gagne, il faut qu'il marque le 13e. Voilà. Et non, je te jure, c'est vrai. Et finalement, le 13e point, ils l'ont pas mis. Et nous, on en a mis 5 derrière. C'est ouf. Et toi, pendant le match, tu t'es dit, putain, on va le faire, quoi. Non. Mais non, mais vous connaissez le contexte à Marseille. En plus, on vient d'arriver, c'est l'été, c'est le mois d'août. Il fait beau, le stade, il est plein à craquer. Et à la mi-temps, vous imaginez même pas comment on s'est fait insulter. Hein. Mais non, c'est terrible. En plus, quand tu arrives, moi j'arrive de Metz. Alors imagine le choc. Le choc thermique, hein. Et non, c'était top. Mais en plus, c'était un super souvenir, vraiment. Non, c'était un super souvenir. Mais je crois même qu'à l'époque, à la mi-temps, tu as Courbis, je crois que c'est Lou Nicolin qui le sort, qui lui dit, de toute façon, on va gagner, au retour au vestiaire, il lui dit, on va gagner 5-4. Ouais, mais ça a été filmé, hein, ça. Ouais. Oui. Non, mais c'est normal, avec le discours de la pétanque à la mi-temps, on pouvait que gagner. Voilà. Tu m'étonnes. C'est dingue. Et ce club-là, tu en gardes quoi? C'est mitigé, cette expérience à l'OM? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, pas mitigé, non, pas du tout. Non. Pour moi, ça a été une très bonne expérience à tous les niveaux. Et surtout au niveau mental. Ouais. Je peux te dire, quand tu sors de ce club, physiquement, mentalement, tu es costaud et tu peux aller n'importe où. J'avais aucun problème après. Et je me suis, surtout la première saison, en tout cas, je me suis régalé sur le terrain. Ouais, complètement. Ouais. C'est la dernière question sur l'Olympique de Marseille, les gars, et après, j'arrête. On arrête la minute Marseille, c'est bon, c'est la dernière. L'actu marseillaise, voilà, l'OM a repris hier. Je sais pas si tu as pu voir avec le. Ouais. Je voulais parler d'un mec qui joue un peu à ton poste, c'est un mec de côté, etc. Je voulais savoir ce que tu en penses. Flotovin, justement, ton avis sur Flotovin qui a marqué déjà hier 2 passes D. Ça fait du bien de le revoir sur un terrain de foot. Qu'est-ce que tu en penses globalement de ce joueur? Déjà, je suis d'accord avec toi, c'est que ça fait du bien de le voir, mais je pense que même pour lui, c'est un énorme soulagement. Ça prouve que c'est un joueur important, qui a beaucoup de qualité. En plus, c'est lui qui fait la différence hier.
Premier match, première victoire de l'OM. En plus, bon, à Brest, on connaît les conditions. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir, je pense, de plus en plus fort. Et ça tombe bien parce qu'il y a la Champions League qui arrive. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, tu vois, je vais passer le côté marseillais et je voulais te demander, parce que bah voilà, comme il a dit Valentin, la Ligue 1 a repris il y a peu. On sait très bien hein, tout ce qu'il y a eu, le Covid, etc. Quels sont tes pronostics pour cette saison? Quel est ton top 3, voire top 5? Oh là là, question difficile. Bon, la première position, je pense qu'on va tous avoir la même réponse, le Paris Saint-Germain. Et déjà, il faut les féliciter par rapport à ce qu'ils ont fait en Champions League. Bien évidemment. Mais ils sont tombés sur un sacré morceau qui est le Bayern Munich. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vais dire Paris, Marseille, Lyon, Monaco et Rennes. Monaco et Rennes. Donc tu vois Rennes s'accrocher une fois de plus. Ouais, mais j'aime bien Bordeaux aussi, notamment avec mon ami Laurent Koscielny derrière. Ça peut être pas mal. On en a un qui est content là. Non, il n'a pas pu voir le match, mais il est content. Si, je l'ai vu. C'est vrai en plus. Et ce qui est bien, c'est que je suis encore en contact avec Lolo Koscielny. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très content d'être là-bas, à Bordeaux. Voilà, ça. On est très content de l'avoir aussi. Juste, Robert, je vais revenir sur ta finale de Champions League au Stade de France. Oh. Désolé, j'ai pas mauvais souvenirs, mais il est là, il parle de blessures, de défaites, il parle de tout ce qui va pas. Il veut te flinguer ta soirée, Robert. Et pourtant, il a mis un beau maillot derrière lui. Hein. Tu vois, j'ai l'équipe de France. À chaque interview, il a ce qu'il faut, il a la doublette qu'il faut. Attention, pas pour tout le monde, mais. Donc, je t'écoute, Sofiane, aucun problème. Je voulais revenir sur ta finale. Comme on le sait tous, vous avez pris un carton rouge, Anne Mounier a pris un rouge, et c'est toi qui es sorti après le rouge. Et justement, je voulais savoir, quand tu es allé sur le banc, comment tu as ressenti ça? Je ne sais pas comment évoquer les mots, parce que même moi. Quel est ton sentiment quand tu sors après Même moi, c'est certainement le pire moment de ma carrière. Ouais, alors déjà, parce qu'on a perdu la finale de Champions League, déjà pour commencer. Et puis ensuite, sur un plan personnel, parce que je n'ai joué que 17 minutes après le carton rouge de Jens Lehmann. Et que c'est une décision, j'ai eu du mal à accepter, mais j'ai eu une discussion après, quelques jours après, avec Arsène Wenger, et qui m'a dit que c'était un choix hyper délicat, quoi, et hyper compliqué, et qu'il fallait faire un choix. Et bon, bah, ce choix-là, il s'est tombé sur moi, quoi. Et donc, sur moi, malheureusement. Et comme quoi, je pense que d'être entraîneur, c'est hyper compliqué, ouais. Ça, c'est vrai que... non, en tout cas, on espère que on te reverra sur un banc aussi. Du coup, bon, peut-être pas l'année prochaine, mais... Pourquoi pas, on verra. Ouais, on verra, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, avant ça, il faut les diplômes. Et puis si tu as un président qui pense à moi, je serai présent. Lando. Ouais, je voudrais un petit peu... Il y a eu beaucoup de questions sur le chat quand même. Il ne faudrait pas qu'on les oublie parce qu'il y en a... Je les ai toutes. T'inquiète pas, je vais les garder là. Il y en a de vraiment, moi je trouve très intéressantes pour avoir ton avis. Alors il y en a une de Corso 3181 qui dit: j'ai une question pour Robert sur le cas Benzema. Qu'en penses-tu? Alors c'est un peu large comme question. Ah, j'ai pas entendu Nando, pardon. Non, donc je disais le début. Alors, il y a une question donc qui te dit: que penses-tu du cas Benzema? Je pense vis-à-vis de l'équipe de France. Alors c'est un peu large, mais non, mais c'est un vrai débat. Maintenant, on sait qu'il y a eu une histoire
privé, on va dire, entre Karim Benzema et Dédé Deschamps. Il n'y a que Dédé qui peut nous répondre, il n'y a que lui qui a la réponse. Après, nous, on peut spéculer, mais c'est vrai que sur le plan, on va dire, ce que je vois et ce qu'on voit tous, sur le plan du terrain, oui, il mérite d'intégrer l'équipe de France. Un petit peu comme Rabiot sur le prochain rassemblement. Maintenant, moi, un petit peu comme tout le monde, c'est que moi, j'accepte la décision de Dédé parce que c'est le seul à prendre cet acte et puis surtout de dire non, le boss, c'est moi. Ok, merci. Mais Karim est très fort. Ouais, et ensuite, ok, merci beaucoup. Donc là, c'était la question de Corso. J'en avais une également alors attends, 2 secondes, que je remette la main dessus. Évidemment, ça a sauté. Désolé. Hein. Voilà, c'est le JOC 33 000. Le JOC 33 000, donc il te dit, j'ai beaucoup aimé tes interventions sur le doc d'Anelka. Et j'aurais aimé savoir ce que tu avais pensé, non, mais du comportement, du quotidien de l'équipe dans cette histoire. Le comportement de l'équipe, il n'est pas clair. Et surtout, il n'a pas été honnête avec Nico. Nico, il explique bien les choses. Maintenant, le sélectionneur de l'époque non plus n'a pas été honnête avec tout le monde. Hein. Quand on cache des choses, c'est pas aussi simple de découvrir la vérité. Mais aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'est passé. Dans le documentaire, je l'appelle l'autre parce qu'en fait, il mérite même pas que je dise son nom, quoi. Et quand je vois que il ne protège pas ses joueurs, ouais, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Mais disons que Nico, je pense qu'il a rétabli un peu la vérité. Ouais. D'accord. D'ailleurs, ce documentaire duquel on a déjà parlé une autre fois aussi, les gars, donc on vous conseille d'aller regarder. Et puis, vraiment, ça donne plusieurs points de vue et plusieurs manières de voir les choses. Pour ceux qui peut-être étaient trop jeunes ou des choses comme ça vous permet de vous remettre dans le contexte de ce qui s'était passé avec le cas Anelka. Donc, on va continuer sur les questions. Et question de Yann Souf qui demande, Robert, peux-tu nous parler de ton transfert à l'OM et le coût de l'hélicoptère? Et comment il le sait, ça? Ah, c'est une bonne question. Yann Soufre, c'est un de nos abonnés réguliers. Il a toujours. Un mec de terrain. Mais il était à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, non? Non, je pense pas. Non, c'est peut-être juste des échos. C'était le conducteur. Il est bien rencardé. Ah oui, il était hyper bien renseigné. Mais disons que pour être rapide, oui, en fait, il y a Roland Courbis avec Dreyfus, le président de l'époque, qui viennent me chercher, qui m'emmènent en Suisse pour signer mon contrat. J'avais aussi Fred Daubrage, qui était mon agent à l'époque. Donc, on a fait un aller-retour dans les bureaux du président Robert Louis Dreyfus. J'ai signé. Je suis revenu à Metz et voilà, l'affaire était conclue. Donc c'était rapide. En hélico, un très bel hélico. Hein. Et, tu vois, on a une question de Tibarel que pareil, à qui on dit on passe le bonsoir, et qui nous dit, Robert, si tu devais donner en un mot, si tu devais résumer. Je vous entends plus. Ah, tu m'entends? Je vous entends plus. Ah merde. T'entends? Je vous entends plus. Attends, allô? Non, toujours pas. Lima. Ouais, allô. Ah, c'est allô? C'est bon, non? C'est bon, normalement. Tu nous entends là? Vous m'entendez ou pas? Ouais. Oui. Ah, il nous entend pas. Les aléas du direct, les amis. On va rejouer au langage des signes. C'est le fameux AirPods, alors. Tu nous entends plus? Je pas non. Alors. Nous, on t'entend, mais. Ah, ça va. Ça part, ça revient? Ça va mieux. Ah, tu nous entends? Allô? Faut muscler la connexion, Robert. J'espère que tu vas muscler les AirPods. Elle est facile. La connexion à Ibiza, elle n'est pas extraordinaire. Hein.
Attends, tac. Les gars, on prend vos questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à Robert, c'est le moment. Comme ça, on va toutes les poser et puis après, on va. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin, car Leandro vous pose toutes les questions. Toutes les questions à la fin, les gars. Toujours à la fin. On pose toutes les questions. On fait un trip. Il y en a vraiment beaucoup. Robert s'est fait tacler par l'image, il nous a dit Tibarel, c'était marrant, j'ai bien aimé. Bonne vanne, Tibarel. Tu nous entends? J'ai pris un tacle. Ah, c'est bon. Ah, voilà. C'est bon, pardon. Bon, on est bon alors. C'est quoi le a pris comme tacle? Dis-lui. Ouais. Tibar, un de nos suiveurs qui nous dit dans le chat, Robert s'est fait tacler à l'image. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'étais habitué au tacle, surtout au tacle anglais, dur. Ah. Non, mais comme disait Valentin, il faut muscler la connexion là. Là, le problème, c'est que c'est la connexion espagnole. Ouais. Ah ouais, à Ibiza, ils sont. En parlant de connexion espagnole, et juste pour répondre à une question qui allait avec la question de Sofiane tout à l'heure, on a Top Girondin qui nous demande si justement le remplacement rapide en finale de Ligue des Champions a été l'élément déclencheur pour ton départ à Villarreal. Tu as entendu? Il nous entend pas, je crois. Je pense qu'il nous entend plus. Tu nous entends pas? Il nous entend plus. Ah. Tu m'entends? Nando, j'ai pas entendu la question. Je suis vraiment désolé. Là, tu m'entends ou non? Tu m'entends pas? Tu nous entends? Faut que tu débranches les AirPods. Ouais, il les enlève. Tiens, t'as vu, je suis le roi du mime. Tu nous entends? Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ouais, on t'entend. Tu nous entends, toi? Tu nous entends, toi? Ouais. Ok. Voilà. Là, je pense que... Ouais, on t'entend, ouais. Tu nous entends bien ou pas? Voilà, j'ai enlevé. C'est bon. Bon, Tu nous entends bien? Ouais, je vous entends, ouais. ok. Donc, je te disais, par rapport, on a une question de Top Girondin qui colle avec la question de Sofiane tout à l'heure. En fait, ta sortie prématurée à cause du carton rouge en finale de Ligue des Champions, est-ce que ça a été un élément qui a fait pencher la balance ou un élément déclencheur à ton départ à Villarreal après? Ah, là, c'est bon. On t'a pas entendu. J'ai dit, alors j'ai répondu oui, même si j'avais déjà pris un peu ma décision de quitter Arsenal, parce qu'en fait, je savais que Villarreal avec Pellegrini me voulait, et je sentais à ce moment-là que j'avais l'opportunité de gagner peut-être autre chose avec un autre club comme Villarreal. Financièrement, je gagnais moins d'argent, mais de connaître autre chose que le championnat anglais. Et pour moi, ça a été une très belle découverte et surtout une belle réussite de jouer pour Villarreal, parce que la preuve, je suis resté 4 ans quand même. Et vous finissez deuxième, je crois. Ouais, en 2008. Comme ça, vous avez fini second. Quoi? Pardon? En 2008, vous avez fini second, non? Un truc comme ça. Derrière le Real. J'arrive. Tu as entendu ou non? Robert, est-ce que tu nous entends? Tu nous entends, Robert? Tu nous entends plus? La connexion n'est pas bonne. Hein. Non, je crois que Robert, il nous entend plus. Tu nous entends plus? Tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Les gars, on fait un mini break juste avant de venir finaliser l'interview. Dernier break. On est vraiment désolé pour toutes ces petites coupures, mais c'est que la connexion à Ibiza n'est pas la meilleure, malheureusement pour Robert. mais du coup, on va essayer de terminer. Je vais poser deux petites dernières questions, du coup, les gars. Alors,
On a Yann du coup qui nous demandait si Fred Mérieux ne t'insultait pas plus que Vieira. Non. Non. Mais Fred était pas mal dans ce domaine-là, ouais. Très bon joueur. Mais avec la bouche aussi, il était fort. On a une question de Dave Sivis 85 qui nous dit: Salut Robert, quel est le joueur le plus fort avec qui tu es joué en club et en sélection? En sélection, de toute façon, je pense que tout le monde connaît la réponse, c'est Zizou. J'ai aussi beaucoup appris avec Yuri Djorkaeff. Je crois que ça, il faut le dire et le souligner. Et puis en club, j'ai Dennis Bergkamp. Un petit regret avec Villarreal où je n'ai joué, j'ai pas joué très longtemps avec Roman Riquelme. Et après j'ai eu la chance d'avoir que des grands joueurs autour de moi. Attention. mais tu vois là en plus, ce qui est magnifique, c'est que tu reviens pile sur la question, sur quelqu'un qui était dans la question que je voulais te poser. Et c'est une question qui nous a été posée par Andeva64 qui nous dit: Je suis un très grand fan de Denis Bergkamp. Il était comment à l'entraînement? Surtout, raconte-nous ce fameux but contre Newcastle. Magnifique but où Robert, tu étais passeur. Ouais, je suis passeur, mais à moitié, parce que bon, quand même, tout le mérite, il vient à Denis Bergkamp. Justement, sur ce but-là, qui est aujourd'hui, je crois, considéré comme le plus beau but encore. Ah ouais, donc ouais, je crois, ou alors l'un des plus beaux. Donc ça prouve un petit peu le but qu'il a marqué contre Newcastle. Et je peux vous dire que, en fait, quand je disais que j'ai beaucoup appris avec des joueurs, lui, j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire que d'être avec ce type de joueur au quotidien, ça a été un pur régal parce que j'ai pu le regarder, j'ai pu le copier sur les contrôles, sur la prise de balle, sur les passes. Et je me suis beaucoup amélioré à ses côtés. Ouais. Bon, et je vais te poser l'avant-dernière question. Je suis vraiment désolé, mais je suis attendu là. Vas-y. Du coup, si tu avais 3 personnes à nous conseiller pour faire venir à AS Football, qui c'est que tu nous conseillerais? Alors, 3 personnes. Olivier Giroud. Marcel Desailly et Arsène Wenger. Un merveilleux casting. On espère pouvoir faire venir ne serait-ce que l'un des 3. Ce serait déjà merveilleux. Ouais, on va y travailler, messieurs. Bon, allons-y, ça fait plaisir. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, l'émission est un peu plus durée que d'habitude. Donc voilà. Donc on voulait remercier Robert. On voulait merci, messieurs. Merci un énorme merci vraiment. C'était un plaisir. Comme d'habitude, on va juste dire au revoir à tout le monde et puis on te laisse le mot de la fin. Donc merci à tout le monde une fois de plus. Juste mini truc. Mercredi, on reçoit Mehdi Maizi, les amis. Donc soyez présents aussi. Je vous l'annonce en avant-première. Mais on l'annoncera demain soir sur les réseaux sociaux. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc je vais laisser mes collègues dire au revoir. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Robert d'avoir pris du temps et depuis les vacances et d'avoir répondu présent quasiment du jour au lendemain parce que voilà, c'était super sympa. Merci beaucoup. Et puis merde pour la suite et pour ta reconversion dans le commentaire notamment de l'équipe de France et tout ça. On te souhaite plein de bonnes choses et merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs et bonne continuation à votre émission. Merci beaucoup Robert. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Au plaisir. Très bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Ciao tout le monde, à mercredi. Ciao.